Merci, notre invité est finalement arrivé après de longs moments dans le trafic du Pont-Champlain. Donc, j'ai le rôle de la mettre en valeur ce soir, donc j'ai un beau rôle. Premièrement, merci tout le monde d'être ici. Les gens ont répondu vraiment en grand nombre. On a refusé des gens en 3 jours qui étaient complets, donc je pense que c'est un sujet qui attire bien des travailleurs sociaux ce soir. Donc, ce soir, on reçoit Josée Grenier. Madame Grenier, professeure en travail social à l'Université du Québec en Outaouais au campus de Saint-Jérôme. Elle agit à titre de responsable de la formation pratique et elle est co-directrice du module. Elle a donné de nombreuses formations en éthique à l'Ordre des travailleurs sociaux et dans des C3S. Ses intérêts de recherche sont la gérontologie, l'éthique, la bioéthique, la pratique réflexive, la transformation de la pratique en travail social. Bref, beaucoup de choses. Elle est également chercheure au CRIVIF, qui est un centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. Donc, on l'a invitée à partir de la soirée avec nous afin, donc, comme je disais, qu'elle nous entretienne d'un sujet qui la passionne et qui nous passionne, tout le monde, je pense, comme travailleurs sociaux. Pourquoi on a pensé à elle, c'est qu'elle a écrit 2 articles, elle a co-écrit 2 articles dans la revue Intervention, donc des articles que vous pourrez lire dans les numéros 138 et 136 et 138. Ce qu'on vous propose ce soir, donc, c'est une présentation. On a demandé à Mme Grenier de faire une présentation d'une demi-heure. Donc, elle a son PowerPoint. Donc, elle va vraiment nous entretenir du sujet. Et après, on veut vraiment que ça soit interactif comme les formules qu'on a habituellement. Donc, vous posez des questions. Je suis certaine que vous allez en avoir. Je suis certaine que Mme Grenier, ça va lui faire plaisir aussi d'y répondre. Et on pense finir autour de 8 heures. Donc, si vous avez des questions, vous levez la main. Pendant ou après? Bon, ça peut être convivial aussi, là. Donc, comme ça vient. Oui. Donc, merci et bonne présentation. Je vais faire un peu. Et c'est dans la soirée, Josée Grenier. Est-ce que vous... Je vais essayer de... Moi, je pense que je vous donne le droit à J'espère que c'est pas trop à risque, parce que quand on fait une présentation comme professeur, on est tout seul dans son bureau. Là, on se doute pas aussi de la configuration. Ah, bonjour. On se doute pas de la configuration de la place. J'espère que ça ne sera pas trop aride non plus. Je vais essayer de rester le plus près de la pratique. Et puis de me coller aussi un peu aux articles, mais j'ai essayé aussi d'aller plus loin que les articles. Vous pouvez les lire. On est co-auteur dans ces articles-là que je vais vous présenter. Donc, vous allez avoir une vision partielle. C'est sûr, ce que j'amène ici, ce sont mes opinions, c'est les opinions de Josée Chénard principalement. Donc, le plan de la soirée, c'est un plan costaud. Question en discussion, article en référence, il faut commencer tout de suite. Hein? La gestion ou le résultat quantifiable, efficacité, rentabilité, efficience dans le secteur public, origine, évolution des services sociaux, transformation mouvante des contextes et conséquences, valeurs en tension, des acteurs et leurs valeurs, enjeux du moment. Vous n'êtes pas trop essoufflé? Ouais. La NGP, ses conséquences, redevenir un acteur réflexif, niveau d'action, agir ensemble. C'est bon? Ce qu'on n'a pas dit un peu plus tôt, c'est que j'étais dans la pratique pendant plusieurs années, près de 20 ans. J'ai pu exercer dans différents milieux de santé des services sociaux. Et puis, j'ai fini ma pratique comme cadre. Et comme cadre. Donc, j'ai quand même une bonne vision d'ensemble du réseau. Et ça fait 5 ans que j'ai quitté le réseau de la santé et des services sociaux. Ça fait pas si longtemps quand même. Je vous dirai pourquoi j'ai quitté à la fin de la soirée. Parce que je ne me destinais pas du tout à une carrière de professeur. En fait, ça ne m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'est de travailler sur le terrain. Ça vous en dit un peu. Alors, il y avait des questions en discussion qu'on a lancées, principalement. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris vos questions et j'ai essayé de les comprendre un peu. Les questions étaient comment concilier certains impératifs dans la pratique.
L'autre question, la sous-question, comment conjuguer les différents enjeux auxquels nous sommes régulièrement confrontés? Il y avait rentabilité, efficience. Moi, j'ai trouvé que c'est des axes quantitatifs. Et il y avait aussi le clinique et l'éthique, qui est plus un axe qualitatif. À partir de vos questions, moi, je vous relance des questions aujourd'hui. C'est une stratégie de prof. Quels sont ces impératifs? Vous parlez d'impératifs. Quels sont ces impératifs? D'où viennent ces impératifs? Ces impératifs sont-ils conciliables ou vous place-t-on devant des injonctions paradoxales? Comment vous sentez-vous devant ces impératifs? Qu'arrive-t-il si vous ne répondez pas à ces impératifs? Que considérez-vous, vous, comme des impératifs dans votre travail pratique professionnel? Que comptez-vous faire pour vous sortir de ces impératifs? Stratégie à court terme et à long terme. Donc, vous voyez mes questions dans le but aussi de vous ramener à être un acteur, je dirais, plus que réflexif, mais un acteur proactif. Dans les textes en référence, je vais vous faire une brève synthèse. Qu'est-ce qu'on en dit? Puis, après, j'ai été un petit peu plus loin à travers cette brève synthèse-là. Donc, ce qu'on a essayé de faire, ou de démontrer, José Chénard et moi, c'est qu'il y a des tensions depuis toujours en travail social. Mais ces tensions-là sont un peu plus fortes depuis un certain temps, avec la tension, avec les valeurs de la nouvelle gestion publique. On le ressent depuis quelques années. La nouvelle gestion publique, actuellement, ce qui se passe actuellement, c'est pas en rupture avec le passé. Il y a une continuité aussi dans l'histoire. On va le voir un peu plus tard. Ce qu'on souhaitait aussi, c'est de rappeler l'importance de la réflexion en intervention sociale. Pourquoi par l'éthique? Pourquoi l'éthique? Parce que l'éthique vous inscrit comme un sujet moral, un sujet en mesure de décider. L'éthique, finalement, c'est une réflexion sur l'intervention sociale, mais sur les enjeux. L'éthique, c'est un espace critique, principalement, qui met en tension les valeurs. Le sujet regarde, est en mesure de regarder lui-même, je dirais, les valeurs dans lesquelles il est. Les valeurs dans lesquelles, les valeurs en tension dans l'intervention. Autre aspect, ce qu'on souhaitait mettre de l'avant, je l'ai un peu dit, c'est de penser complexe. Vous allez voir toute la théorie de la complexité à l'intérieur aussi des deux articles. Pourquoi la théorie de complexité? Parce que vous traversez ou vous rencontrez des situations complexes. Ce qui est important, c'est d'intégrer, vous le savez, les différentes dimensions de la condition humaine dans vos réflexions et dans l'intervention. C'est des choses que vous savez principalement. Autre point aussi qu'on souhaitait mettre de l'avant dans l'article, c'est que les travailleurs sociaux, devant les enjeux actuels, doivent entrer dans le débat. Vous ne pouvez plus rester des acteurs, je dirais, à l'extérieur du débat. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous allez vous faire organiser? C'est ma conclusion, mais je vous le dis tout de suite. Ouais, c'est ça. Et vous le vivez au quotidien. Il y a un leadership à prendre. C'est pas juste un leadership dans vos milieux de pratique. Il y a un leadership politique aussi à prendre actuellement. On va me dire que c'est la job de l'ordre. On reviendra aussi un petit peu là-dessus rapidement. Je vous ai parlé de différents enjeux, mais de quels enjeux s'agit-il aussi? La gestion ou le résultat quantifiable. Je vais vous lire un tout petit paragraphe de Gaujac. Il y en a qui ont vu sa conférence récemment de Gaujac à Montréal? Oui, excellent. Je vous invite à regarder ça, c'est sur le web diffusion. Sur l'ordre, à partir de l'ordre. Le travail social et ses acteurs subissent les contre-coups des transformations étatiques et organisationnelles. Mais au-delà du travail social, ce que je suis en train de vous dire, ce qui se passe dans les milieux pratiques avec la nouvelle gestion publique et ses valeurs, ça ne se passe pas juste dans le champ du social. Ça se passe ailleurs. Ça se passe en entreprise privée et ça se passe dans différentes organisations aussi, dans les hôpitaux, dans les C3S. Mais c'est des valeurs aussi des entreprises privées dans la gestion publique. Donne-moi 10 minutes, je reviens. J'en ai pas loin. Je souhaitais vous lire un tout petit paragraphe. Je vais vous résumer. Je vais vous résumer brièvement. Okay? La maladie de la gestion, comme on appelle.
Petit livre de Gaujac, intéressant. Je vous lis. La maladie de la gestion devient une véritable épidémie. Elle se répand avec une accélération impressionnante. Mais il n'y a pas de vaccin. Ce diagnostic est confirmé par de nombreux travaux menés dans des secteurs de plus en plus larges, comme les entreprises publiques, les organismes de santé, de la recherche et du social. Moi aussi, je suis athée dans les mêmes enjeux que vous, mais différemment. C'est maintenant tout l'appareil d'État qui est contaminé. L'obsession des résultats chiffrés dans tous les ministères, de la police à l'armée en passant par la culture et l'enseignement, comme je vous disais, en est l'un des signes. Les ministres sont eux-mêmes évalués à partir d'indicateurs, ça vous dit quelque chose, indicateurs, élaborés par un cabinet privé, comme n'importe quel manager d'une entreprise privée. Il faut du résultat quantifiable, seul moyen objectif pour évaluer les performances selon le doxa gestionnaire. Dernier petit paragraphe. La culture du résultat, présentée comme une nécessité pour recrédibiliser l'action publique, risque d'entraîner l'effet inverse. On le voit ce qui se passe autour de nous. Loin de produire un meilleur service public, elle transforme les usagers en clients, les agents en représentants de commerce et les institutions en entreprises. On se demande où on travaille parfois. La performance n'est plus mesurée à l'aune de la qualité. C'est un peu ce qu'on dit aussi dans l'article. On n'est pas dans la qualité, mais on est plus dans la quantité. Et ça nous dessert. La performance n'est plus mesurée à l'aune de la qualité du service rendu pour nous, mais en fonction de son coût et de ses résultats financiers. Il existe un décalage massif entre la façon dont les performances sont évaluées par des outils conçus dans les secteurs privés et la façon dont elles sont perçues par les agents ou les clients. Ce livre-là, c'est un petit bijou. C'est sûr que ça ne nous remonte pas tout de suite en arrière. Mais à la fin, c'est assez intéressant aussi ce qu'on propose. Il y en a des solutions et on peut faire autrement. On va fermer le panneau pour qu'on t'entende mieux. Est-ce que vous réussissez à bien m'entendre quand même? Oui. Alors, je poursuis. Efficacité, rentabilité, efficience dans le secteur public. Origine et conséquences. Je vais attendre une petite minute. On poursuit. Il vous manque votre dessert, on est presque à la fin. Ce que je souhaitais dire par évolution des services sociaux au Québec, je me questionnais comme vous aussi sur l'entrée de la nouvelle gestion publique. Donc, ce que j'ai fait avec une professeure, pour dire ça rapidement, Mélanie Bourque, qui est spécialiste des politiques publiques au Québec, c'est qu'on est passé à travers les différents rapports des différentes commissions d'enquête, la Commission de santé et services sociaux depuis les années 71 jusqu'à maintenant. Donc, on a passé les rapports et toutes les orientations. Donc, vous voyez ici, on a passé à travers les rapports de la Commission Gaston-Gay, Commission Rochard, réforme du ministre Côté, réforme du ministre Rochard, Commission Claire, réforme Couillard. Donc, on a passé différents articles aussi des organismes communautaires. Parce que les organismes communautaires sont vraiment présents dans la littérature. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on essayait de comprendre aussi les transformations du réseau de la santé. Et pourquoi aujourd'hui on arrive où on est pris avec ce qu'on est pris. C'est clair? Donc, un petit rappel. Vous savez que le réseau de la santé et des services sociaux a été créé en 1971, dans un contexte de richesse et d'opulence, relativement.
début des années 80 ou mi-80 principalement. Je me souviens, moi je suis à l'université, j'entendais Yves Vaillancourt nous dire, dans le cours de politique sociale, ben, vous n'en aurez plus de système de santé, mobilisez-vous, surveillez vos arrières. Donc, milieu des années 80, crise économique, endettement de l'État. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Bon, c'est sûr qu'il y a une pression au niveau des dépenses publiques. Il y a une pression pour réduire les dépenses publiques. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met en place la commission Rochon. Ça va être important. Je vous parle de ça parce que c'est de là que découlent les transformations dans lesquelles on est actuellement. Mise en place de la commission Rochon. La commission Rochon a un mandat, 2 objectifs principaux. Établir quel type de soins et services sociaux le Québec est en mesure de se payer. Deuxième point, élaborer les priorités en matière de soins et de services. On est là-dedans. Le rapport Rochon va être déposé en 1990, c'est un tournant dans l'histoire des services sociaux. Ce qu'il dit principalement, le rapport Rochon, c'est qu'on souhaite maintenir un système public accessible qui véhicule les valeurs de la commission Gaston-Neveu. Les valeurs, vous vous souvenez, gratuité, universalité, accessibilité. Mais à l'intérieur même du rapport, ce qui vient changer un peu la donne, c'est qu'on souhaite introduire de nouvelles techniques de gestion empruntées au secteur public. La nouvelle gestion publique. Voilà, c'est la faute à Rochon. Je poursuis. Qu'est-ce que c'est la NGP? Vous le savez, hein? Mais principalement, c'est la recherche d'une gestion plus efficiente dans laquelle les acteurs sont imputables. Ça vous dit quelque chose d'imputabilité? Parce que vous l'êtes de plus en plus. Mais pas juste vous. Les personnes aidées aussi, les destinataires de l'aide, les proches aussi. On met de l'avant des valeurs d'efficacité, d'efficience, d'autonomie, d'imputabilité et de changement. Finalement, on va avoir un courant de changement également dans les pratiques, il va y avoir une transformation des pratiques. On suggère même d'implanter une concurrence entre des établissements dans le but d'améliorer les services. Pour ceux qui ont été cadres ou qui vont l'être ou qui ont déjà vu ça, c'est qu'on compare aussi, hein, vous savez, nos organisations les uns avec les autres. Est-ce que ça va amener, ce ne sera pas juste une rivalité entre les établissements, mais tout ça, ça va amener aussi une rivalité entre les acteurs et entre vous-mêmes. Je poursuis rapidement, puis je vais terminer avec ça. En 1989, Thérèse Lavoie-Roux, ministre, rédige un document qui va s'appeler « Pour améliorer la santé et le bien-être ». Quand je me mets à fouiller ce document-là, qui va être un document relativement important, Thérèse Lavoie-Roux, ça sera son legs. Et on voit dans le document les mots performance à plusieurs endroits. Performance des services, performance des programmes, performance des établissements, performance du budget. Vous avez compris qu'on est dans des préoccupations économiques. On n'est pas dans des préoccupations humaines. Priorité économique. Je vous donne un exemple du rapport, je pourrais vous en donner 1000. Évaluation de la performance et contrôle budgétaire, où il y a donc intérêt à adopter un nouveau mode de répartition des budgets qui soit lié à des critères d'évaluation de la performance, ce que vous vivez aussi, quant à l'impact des services sur les clientèles et les problèmes, et quant à l'utilisation des ressources. Donc, vous comprenez le langage ici. Pour faire suite à ça, ce que j'ai ressorti à travers un tableau, à travers les différents documents que j'ai mis en tableau, mais je vais vous le redire très très rapidement, c'est qu'à partir des années 80 jusqu'aux années 2010, on voit dans le travail social des nouveaux modes de déplacement, des nouveaux déplacements dans ces modes d'intervention et dans ces lieux d'intervention. On va commencer aussi à établir des champs d'intervention prioritaires. Quand je dis un déplacement de ces modes d'intervention et de ces lieux d'intervention ici, on va voir que le travail social ou ses acteurs vont s'éloigner un peu plus de la population aussi. On va également travailler autrement. Il faut se rapporter aussi dans les années 70, dans la création du modèle des CLSC qui ont été créés. La population même, hein, la population se mobilisait dans les quartiers pour avoir des CLSC. Donc, vous comprenez qu'on est dans un autre mode là, aussi, dans ce qui se passe dans le réseau. Hein. Je ne dis pas que c'est mieux, je ne dis pas que c'est bien,
Mais je dis qu'il y a un déplacement, il y a un changement, il y a une transformation dans notre façon de faire et d'agir aussi avec la population. On va voir aussi à partir des années 80, la marge de manœuvre des intervenants qui diminue dans les CLSC en termes d'innovation. On glisse, on commence à glisser vers la standardisation des pratiques, ce que vous connaissez, les protocoles, etc. Ce ne sera pas aussi fort dans ces années-là, mais on voit déjà apparaître le début de standardisation. Dans les années 90, la rationalisation des services amène une technocratisation des pratiques. Des programmes de plus en plus ciblés vers certaines clientèles. L'autonomie des professionnels tend à se réduire avec la logique administrative. Puis à partir des années 90, on commence à avoir de moins en moins de latitude ici. Un petit peu plus de contrôle de pratique, moins d'autonomie. On va voir aussi apparaître des politiques sociales d'activation. Qu'est-ce que ça veut dire? On va commencer à responsabiliser l'individu sur ses problèmes. Problèmes de pauvreté, problèmes de chômage. C'est le programme HOLO. Hein? Si tu veux avoir ton ticket pour HOLO, il faut que tu viennes aux rencontres. Hein? Les années 2000, on est dans la fusion des établissements. Partenariat, collaboration, mise de l'avant. Début de la mise en place de la gestion de cas. 2000. Imputabilité renvoyée aux intervenants et aux personnes, aux proches aidants aussi. Une logique administrative de plus en plus forte qui amène un contrôle des pratiques professionnelles. Ça se serre, ça se resserre. Le contexte se rigidifie également. Les critères de performance sont mis en place chez les professionnels, atteignent de résultats quantitatifs. 2000. Réorganisation des pratiques et des modèles de pratique dans certains secteurs. Les modèles court terme. Mon époque, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de temps. Hein? Au bout d'un temps, oups, on est rendu à 10. Là, au bout d'un temps, on est rendu à 6. Là, on est rendu à une rencontre. J'exagère. Les temps d'intervention se rétrécissent. On arrive avec des modèles court terme. L'approche motivationnelle aussi. Entre autres. L'année 2010, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je vous relate des états de fait. 2010, consolidation des fusions, logique administrative, maintient son pouvoir au sein des établissements. Donc, c'était hier, ça, finalement. Tension s'accroît entre les gestionnaires et les intervenants du champ social. C'est vous, ça, vous commencez à apparaître, hein, à vous manifester. Maladie, épuisement professionnel en croissance, désillusion et recherche de sens chez les intervenants sociaux. Mouvement de solidarisation apparaît chez les intervenants. Tout ça. Ben, la semaine passée, non, il y a 2 semaines, je suis allée au Récif. On pourra reparler du Récif. Le mouvement n'est pas fort, mais il apparaît. Ça peut être un mouvement. Il y a différents mouvements, mais ça peut être un. Faire un bilan de ça. Transformation mouvante des conflits et ses conséquences. L'émergence et emprise de plus en plus marquée d'une logique managériale. Finalement, le but déclaré de ça, efficacité, efficience, produire, augmenter le nombre de la prise en charge. C'est ça, c'est de répondre à une liste d'attente de plus en plus, je dirais, lourde dans certains secteurs. Les moyens, la mise en place d'outils et de moyens visant à renforcer le contrôle des acteurs et de leur action. Conséquences, entre autres, réduction de votre autonomie professionnelle. Sur le terrain, l'utilisation de protocoles et d'outils standardisés. Façon de faire de plus en plus, on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Durée de suivi des interventions circonscrites dans le temps. Technicisation de l'intervention. Statistiques quotidiennes à remplir. Objectiver, mesurer, compiler des interventions. C'est une traduction partielle de votre réalité. Sur le terrain, encore ici, ce qui se passe, augmentation de la charge de cas, surcharge, gestion des priorités parmi les plus prioritaires, contrainte de temps, analyse partielle des besoins. On commence à avoir des conséquences, ça commence à avoir des conséquences sur des acteurs autres que vous-même. Vous êtes important, mais aussi les destinataires de l'aide, ceux qui demandent de l'aide. Gestion des risques. Hein? La gestion des risques à la place d'un réel travail social. Vous ne faites pas du travail social, mais votre travail ne vous permet peut-être pas d'aller jusqu'au bout des situations.
Ce qu'on voit ici, c'est les valeurs en tension, principalement. Moi, ça a rentré dans l'éthique. Le choc des valeurs entre les acteurs, dans la manière de voir le travail et de le réaliser. L'intervention sociale s'appuie sur des logiques d'action qui relèvent d'un autre ordre de priorité. Hein? Vous êtes en conflit souvent avec vos supérieurs parce que votre façon de voir le monde du travail et de l'évaluer se situe en opposition d'une façon autre. Et quand je dis vos supérieurs, il faut s'entendre ici que je parle davantage des structures, parce que vos supérieurs ne sont que des messagers. Ça dépasse, hein, parce que vous savez bien que le ministère fait des pressions sur l'agence, les agences font des pressions sur le cadre, après ça, le cadre, exactement sur les petits cadres. Hein. Après ça, c'est vous. C'est tout un monde d'invisibilité. Hein? On est dans de l'invisibilité et c'est difficile d'agir sur l'invisibilité. Qui est responsable? En bout de ligne, on ne sait plus. Je poursuis. L'ensemble des rapports entre acteurs se sont modifiés par la transformation du rôle de l'État. Vous avez bien compris qu'initialement, c'est l'État qui était dans un contexte d'État-providence, un État protecteur. On est dans un contexte de post-providentialisme. Donc, dans un contexte de rôle partagé. Tout le monde est imputable et tout le monde devient responsable. Et ça devient insidieux en bout de ligne aussi. Ce que je voulais montrer par ce tableau-là, qu'on retrouve aussi dans les articles, c'est un beau rouge vif. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis rouge comme ça. C'est un peu sang, hein, ça? Ça va bien avec le En fait, je vous ai mis 3 logiques. J'aurais pu en mettre d'autres. Parce que toute la logique de la santé publique aussi qui vient interférer dans le travail. En fait, les 3 logiques que j'ai inscrites, logique clinique, logique administrative et logique médicale. Ces 3 logiques qui viennent se confronter dans une certaine façon dans notre pratique. On peut penser qu'il y a un peu de collision entre la logique administrative et la logique médicale, parce qu'il y a des affinités de pensée. Brièvement, je vais reprendre ça. Les intervenants sociaux se situent principalement dans le rapport à l'autre, dans la qualité relationnelle. Pour nous, ça, c'est important, c'est à la base. C'est aussi, on le comprend, c'est à la base de notre travail. On fait un travail de concert, donc on travaille avec l'autre, tout le temps dans une perspective qu'on dit d'empowerment. Les situations des personnes relèvent de plusieurs facteurs. Donc, on est souvent dans une analyse circulaire, on n'est pas dans une analyse linéaire. En ce qui concerne la logique administrative, ce qui est important, résultats, méthode quantitative, réponse aux questions. Au niveau de la logique médicale, traiter la maladie, culture scientifique, on cherche des réponses. Je poursuis. Dans la logique clinique, favoriser le mieux-être individuel et collectif, hein, des petits groupes. On travaille sur ces 3 méthodes d'intervention, individuel et collectif. Changement qui s'inscrit dans le travail de collaboration et non par un travail d'experts. Au niveau de la logique administrative, résultat pour passer à l'autre dossier. J'amplifie un peu. Alors, diminuer la liste d'attente, tenir compte des coûts. Logique médicale, combattre la maladie, le curatif. Je poursuis dans la logique clinique pour l'autre point. On est beaucoup orienté sur le processus, nous. Le sens, réfléchir et agir avec la personne. Au niveau administratif, orienté sur les résultats au moindre coût, la gestion du social. Logique médicale, agir rapidement sur les symptômes présentés par l'individu. Logique clinique, unicité et singularité. Qui est l'acteur devant nous? Hein, quels sont ses besoins? Et chaque acteur pour nous est différent, parce qu'il arrive avec un système différent, des besoins différents, des aspirations différentes, un système familial différent. Chaque acteur est unique. Logique administrative, uniformité, standardisation. Logique médicale, uniformité, standardisation, protocole. Logique clinique, sujet. La personne qui est devant nous est sujet de sa vie, sujet de sa propre vie. Logique administrative, objet des soins. Logique médicale, corps-objet. Voilà pour les logiques en confrontation. Ce que ça met en évidence ici,
dans votre travail aussi, c'est que vous devez tenir compte, je dirais, de la logique de ces acteurs-là. Vous ne pouvez pas passer à côté aussi. Surtout pour les gens qui travaillent en milieu hospitalier. Entre la pression du médical et des gens du biomédical est assez forte aussi. Mais au-delà de ça, vous devez tenir compte de plusieurs valeurs. De ces logiques-là. Vous devez composer avec vos valeurs personnelles. Je ne peux pas que dire, hein, vous écoutez aussi dans l'intervention. Vous devez composer aussi avec les valeurs mises de l'avant en travail social, les règles de votre code de déonto, les valeurs de vos collègues, les valeurs sous-jacentes à leur profession, à leur code de déontologie. Vous voyez, mais c'est pas facile, même nous autres, en social, de bien s'entendre. C'est pas parce qu'on travaille dans la même profession qu'on a les mêmes valeurs, hein, puis qu'on les agit de la même façon aussi. Vous devez composer avec les règles administratives, les orientations politiques qui sont des logiques sous-jacentes aux interventions mises de l'avant dans votre secteur avec la clientèle. Ce que je veux dire ici, le cadre de référence. Je pense juste aussi au centre jeunesse. Je pense ici aux soins à domicile aussi, hein, où il y a un cadre d'orientation qu'il faut respecter, une façon de faire. Les cadres légaux, l'aspect juridique dans lequel vous êtes aussi. Les valeurs des personnes aidées, des proches, des familles. Ça en fait pas mal déjà. Et puis en plus, c'est pas une valeur, mais c'est une composante importante. Les limites des ressources. Ça ajoute une pression au quotidien, ça, la limite de ressources. Si je vais faire avec lui, il n'y a pas de place en hébergement. J'ai dit, il reste à l'autre. Oui, ça peut être ça. Là, vous allez avoir une pression aussi. Là, vous devez composer avec les acteurs du secteur privé. On en parle peu, mais c'est important, ces acteurs-là aussi. Qui ont leurs propres règles aussi. Enjeu du moment. J'arrive un peu vers la fin, puis je vais vous laisser la parole. Ben, il me reste vers la fin, presque. Enjeu du moment, la réalité actuelle n'est pas en rupture avec le passé, comme on l'a vu. Ça s'inscrit dans une continuité. La NGP met en place une méthode objective pour traiter les problèmes sociaux, une méthode quantitative pour mesurer l'efficacité de vos interventions. C'est une traduction de votre réalité en termes d'indicateurs. Les paradigmes de cette approche dans nos organisations nous imposent une manière de faire et de voir le monde, comme je vous ai dit. Je l'ai dit ici, on participe tous à ces paradigmes-là. Même moi, quand je fais mes demandes de subvention, je collige, hein? Même chose. Je réponds à la même chose, même chose que vous, je prends des stats. Je fais la démonstration que je suis une affaire active. Je participe à ça. Il faut que je démontre ce que je suis en train de faire. Donc, le NGP, on l'a dit tantôt, ça dépasse le champ du social. Hein. C'est à l'échelle mondiale. On l'a vu un peu tantôt, la nouvelle gestion publique produit une pression excessive, démesurée, pression psychologique sur les intervenants. Et on parle même, Vaugedac, il y a le terme, je trouvais ça fort intéressant, c'est la première fois que je voyais ce terme-là, la maltraitance institutionnelle. Quand même, c'est beau terme. La question de la santé mentale au travail devient prioritaire. Je vais revenir tantôt à votre question initiale. Ceci, est-ce qu'on peut composer quand on est dans les injonctions paradoxales à longueur de journée? Dans quoi l'intervenante est tapée? Hein? Vous devez répondre à des impératifs organisationnels qui vont à l'encontre des valeurs professionnelles. Pas toujours, mais parfois. Ça nous met en tension. Vous êtes prise dans des demandes antagonistes ou difficilement compatibles, voire des injonctions paradoxales qui sont difficilement gérables. Ensuite, j'ai un peu caricaturé, mais on l'entend quand même. Faire plus et mieux avec moins. Mais il y a un coût à quelque part, c'est sûr. Ça se peut pas. On le sait, mais on n'en parle pas. Toujours plus avec moins, la pression augmente, c'est inévitable. C'est sûr, une pression, une demande. On invite les gens à s'impliquer, on les rend imputables et responsables. Attention. En exemple, la charge de cas importante, soit efficace, rentable, tout en n'oubliant pas de mettre la personne au centre des interventions. OK?
voyez un peu, hein? Autonome et imputable, mais on contrôle vos changes de cas. Vous avez une marge de manœuvre décisionnelle de plus en plus mince. Là aussi, c'est un paradoxe dans une certaine mesure. Hein? Mais vous êtes des professionnels en mesure de poser un jugement. Vous voyez ici un peu. On met de l'avant le travail interdisciplinaire et la collaboration interétablissement, mais il ne faut pas perdre de temps dans les discussions. Donc, c'est difficile pour un acteur de bien comprendre le message ici. On valorise l'excellence et on récompense au mérite, pression, exigence, comparaison au sein des équipes. Et ça, je suis pas éloignée du terrain. Je le vois. J'entends les stagiaires et je suis bien présente dans le réseau, malgré le fait que je suis professeure. Comparaison au sein des équipes, compétition à l'interne. On ne veut pas être le dernier non plus, puis on n'a pas envie de rencontrer notre boss non plus. L'univers du travail est de plus en plus rigide autour de vous. Des règles, des procédures, une hiérarchie et des mégastructures. C'est difficile. Les décisions sont prises loin de vous. Vous vous sentez parfois peu concerné. Vous vous sentez de plus en plus étranger dans cet univers. Vous cherchez le sens, les valeurs du travail social, mais elles s'étiolent. Vous vivez une perte de sens et une quête de sens. Mais ça va finir bien, faites-vous-en pas. On déprime, mangez votre gâteau. Ça a l'air dramatique un peu. Non, mais moi, ça me fait du bien. Et pourtant, je vais vous laisser passer, je vais prendre une gorgée. Excusez-moi. C'est vraiment ça pour faire Parce que je suis pas dans le champ. Ça me confirme ça. Poursuis. Je vais attendre. Je vais attendre que les gâteaux soient... Est-ce que tu en veux un morceau? Peut-être tantôt. Il y a des chantiers très forts. Je continue. Quête de sens, valeur. Et pourtant, les valeurs donnent sens au travail. Et le sens du travail est ici mis en souffrance. Vous comprenez que si on cherche aux valeurs dans le travail, les valeurs sont en souffrance, ça va pas bien. Il y a quête de sens ici. Parce que l'être humain est fait comme ça. Il y a une quête. Et le travail donne aussi un sens à nos réalités. Même si je pense à la retraite parfois, le travail a aussi un sens à la réalité. Alors, ce qui arrive dans les faits, c'est une naissance de la souffrance éthique. C'est un beau terme, la souffrance éthique. Souffrance éthique, oui, ça va être la même chose. Souffrance éthique, c'est-à-dire la souffrance que fait naître le conflit entre les convictions morales. C'est quoi une conviction morale? Ce que vous croyez juste et bien. Et l'injonction à participer à des actes qu'on réprouve. Conséquence, l'ensemble des contextes génère un sentiment de surcharge. Simplement par la charge de travail. Il y a un état de stress, une souffrance chez les professionnels. C'est pas moi qui l'invente. Apparaît une multiplication de symptômes dépressifs, sentiment généralisé de harcèlement. C'est fatigant. L'hyperactivité, l'épuisement professionnel et la présence de suicide sur le lieu de travail. Aussi, on l'a vu, ça arrive. Ça se passe pas. Comment? C'est bon, chocolat, ça arrête. Mais j'invente rien. Hein. Ici, encore une infirmière qui s'est suicidée dans un C3S. Vous êtes dans une situation difficilement gérable et vivable. Dans l'urgence quotidienne, frénésie de tous les jours, les gens arrêtent de penser. L'éthique, on n'a pas le temps. L'urgence appelle la spontanéité à des décisions précipitées. On en oublie parfois l'importance de la réflexivité. C'est pour ça aussi qu'on arrive souvent, José Chénard et moi, dans nos textes, avec l'importance de vous arrêter et de réfléchir. Parce que c'est aussi facile de se perdre aussi à l'intérieur d'un rythme effréné. Et la faute professionnelle arrive rapidement aussi. C'est vous qui allez être blanc.
En passant. Ça va pas bien? Ça confirme tellement de choses. Merci beaucoup. On s'adapte, on résiste, on tente de composer avec les paradoxes, avec nos conflits internes, jusqu'au jour où ça n'a plus de sens. Hein? C'est eux qui arrivent les plus souvent. Puis la souffrance est souvent vécue seule. La détresse aussi. Il y a un repli sur soi, il y a de l'isolement, il y a de la colère, il y a de la frustration. Moi, ce que je vous propose, bon, vous l'avez sûrement proposé à moi aujourd'hui, c'est de devenir un acteur réflexif. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas un acteur réflexif, mais c'est de vous donner aussi le temps de la réflexion. En premier lieu pour vous. Ne pas accepter d'être instrumentalisé. Résister. Oui, la résistance. Refuser d'être une ressource humaine. Devenir un sujet réflexif, réfléchir sur les enjeux qui vous entourent, ce qui vous met en difficulté. Pour retrouver le sens et la finalité du travail, ce qui est important pour vous comme acteur social et professionnel. Vous le savez sûrement, mais je vous invite à vous poser la question comme professionnel parce qu'on l'oublie dans la vie de tous les jours et dans les exigences qui sont à l'extérieur de nous. C'est quoi? Qu'est-ce qui est important pour vous comme professionnel? Quoi le sens du travail? Quel sens vous lui donnez? Le travail réflexif permet d'assurer une mise à distance. C'est pour ça aussi qu'on invite les intervenants à réfléchir. Hein? Une mise à distance permet de mieux comprendre les enjeux dans lesquels vous êtes. Ça permet de mettre des mots et de comprendre. Ça vous donne une autonomie de pensée. Vous devenez sujet responsable aussi de vos actions et de vos agirs. Devenir sujet de son travail avec des valeurs qui vous sont propres, l'essence même du travail social. Et peut-être, c'est intéressant, Goldjack a mis ça ici, a mentionné ça, et peut-être faire le deuil de cet idéal de la pratique. Parce que moi, j'en avais un idéal de pratique aussi. Et c'est lourd à porter. C'est pas évident. Et peut-être revenir sur les possibles au lieu. Je pense qu'il faut avoir un idéal, mais peut-être revenir à un idéal réaliste. Des niveaux d'action. Je pense qu'il y a encore des niveaux d'action possibles. Niveau individuel, réfléchir pour faire du sens, devenir un sujet réflexif, en équipe dans vos milieux. Créer des espaces délibératifs. Délibératifs, trouver des espaces de discussion. Ne délibérez pas seul. Oui, à des moments donnés, surtout lorsque vous sentez que les sujets sont difficiles, les situations sont difficiles, réclamez des espaces de délibération. Réclamez-les pas seul, réclamez-les en équipe. Si vous êtes un acteur seul, c'est un acteur où vous vous isolez. C'est clair. Et quand vous allez être en équipe, vous allez voir que des fois, vos patrons, vos supérieurs n'ont des fois pas le choix non plus. Créer des espaces délibératifs. Intégrer aussi les organisateurs communautaires dans vos espaces de réflexion. On les oublie, mais c'est des acteurs importants. Créer des ponts avec les acteurs autres que les sociaux. Intégrer aussi les autres professionnels du social et les autres acteurs. Moi, ce que je vous invite ce soir, c'est à la reliance. La reliance, c'est un concept d'Edgar Morin. Se relier les uns les autres, actuellement. À l'extérieur, comme vous le faites, se regrouper, discuter les enjeux, souper ensemble, partager parce que ça fait du bien, c'est pas complexe, on est humain, quand on partage, ça nous fait du bien. On n'est pas seul, on n'est pas isolé, il y a de l'entraide, puis on se sent compris. C'est des affaires de BABA du quotidien aussi, et de la condition humaine, oui, de la solidarité. Collectivement, rejoindre des groupuscules, il y en existe. Les groupes sont des espaces de parole qui permettent de se faire entendre et de se ressourcer. Les groupes ont un pouvoir de représentation aussi. Comme individu, vous n'êtes pas fort, mais dans un groupe, il y a une représentation. Il y a aussi une invisibilité. Ça évite de faire la chasse aux sorcières. Une invisibilité. Le récif, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un groupe, regroupement, échange, concertation des intervenants et des formatrices en social. C'est un nouveau mouvement. Je n'en fais pas la propagande, mais je vous dis que ça existe.
Il est impératif aussi de continuer à interpeller l'ordre des TS. C'est impératif. Hein, aussi, parce que si vous n'êtes pas en mesure de faire un bon travail dans des conditions acceptables, mais si aussi les gens que vous desservez, aussi avec qui vous travaillez, vont avoir des conséquences aussi. Il y en a déjà, je pense. Il y a aussi de continuer à interpeller les syndicats qui sont relativement sans voix et qui n'ont pas, eu un agenda très proactif jusqu'à maintenant, à mon avis. Donc, continuez à interpeller vos syndicats. Je pense que c'est important. À toute fin, une phrase assez populaire, mais organisez-vous, sinon on vous organisera. Agir ensemble. Je voulais simplement faire la mention, ça c'est très personnel. Il y a certains groupes de professionnels qui ont réussi au cours des années à occuper l'espace public et à se faire entendre. On n'a pas besoin d'aller très loin. On voit les normes des infirmières. On voit aussi les médecins aussi. Ce sont des groupes de professionnels, bon, c'est sûr qu'ils ont un pouvoir et un lobbying fort, mais ce sont des groupes professionnels qui se sont mobilisés. Il y a 15 ans, on n'entendait pas les infirmières comme on entendait. C'est un groupe de professionnels qui s'est mobilisé aussi et qui a pris un espace politique, public et politique aussi. Je trouve que c'est un espace qui nous manque et qu'on n'occupe pas, malheureusement. Je vous dirais qu'on est dans un tournoi qui vous laisse peu de choix. On doit se mobiliser, on doit se rassembler, puis on doit conjuguer ensemble nos différences et nos spécificités et agir dans la solidarité. Pourquoi je marque ça? Parce que moi, je suis une vieille PS. J'ai vu les années passées et j'ai trouvé qu'on s'est pas bien servi. On s'est tiré dans le pied. On va dire ça comme ça. Je trouve qu'il y a des moments où on aurait pu travailler un peu plus ensemble. Chacun a revendiqué parfois nos approches. Dans les transferts aussi interétablissements, des C3S vers des CLSC, il y a eu véritable mécontentement aussi. On n'a pas toujours travaillé ensemble dans une solidarité. Moi, je pense que c'est le moment de le faire aussi. Continuez dans vos milieux et à l'extérieur de vos milieux à occuper un espace public et politique. Faire état des lieux. Ce qui reste à découvrir pour moi puis à nommer. Moi, je vous lance la question comme ça. Je ne suis pas en mesure d'y répondre, mais je vous lance la question. Qu'est-ce que le travail social en 2013? C'est quoi le travail social en 2013? Puis comment souhaitons-nous et pouvons-nous réaliser un travail de sens? Alors, c'est ma question. Merci. Merci. C'est la production, en même temps. Ben moi, je pense que bon, c'est sûr que c'est encore une autre méthode pour faire plus avec moins. Hein? C'était ça aussi. On arrive avec des méthodes comme ça, ou des façons de faire comme ça, ou des propositions aussi, je pense, pour améliorer la performance dans nos milieux. Et je pense aussi que dans un C3S à un autre, ou dans un centre de réadap à un autre, etc., parce qu'il n'y a pas juste les C3S aussi qui sont dans les méthodes où les méthodes lignes s'appliquent. Oui, il y a une manière de faire qui est différente d'un C3S à un autre. Je sais qu'il y a des cadres qui tentent de réfléchir avec leurs équipes. Pour moi, c'est toujours dans la manière de faire les choses. Et si on fait à la place et pour vous, puis on vous évacue du processus de réflexion, pour moi, ça ne fait pas sens. Il faut réfléchir avec nos équipes de travail. Et parfois, on ne peut pas faire plus. Mais parfois, on fait mieux et on fait déjà bien aussi. Hein? C'est juste que, pour poursuivre, c'est que nos employés, nos patrons sont pris eux autres aussi dans le même bateau. Sauf que quand ils nous arrivent et qu'ils nous consultent, après, ce qui se passe, c'est que les décisions sont déjà prises quand même. Donc, c'est très difficile comme travailleuse sociale d'amener des opinions parce qu'on sait que de toute façon, comme un contrebas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais en tout cas, chez nous, c'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans le milieu. Non, je ne sais pas, est-ce que c'est la réalité? Nous, on avait cet échange-là tantôt à la table parce que C'est LST Academy. moi, j'aurais été aussi, on se connaît pas, le bonjour. Moi, je suis au C3S Champlain-Charlemagne, puis on l'a fait, mais c'était des vraies concertations avec les intervenants, où les projets qui ont été partis sont vraiment partis de ce que les intervenants disaient. Okay.
Le problème, c'est qu'on n'a pas eu quelqu'un qui a chapeauté jusqu'à la fin, fait que ça s'est effondré. Mais là, ce qu'on disait, c'est que vous avez un conseiller externe, mais finalement, fait que la concertation n'est pas réelle. C'est ça, je pense que c'est vraiment... La concertation n'était comme pas réelle, puis c'était déjà décidé d'avance qu'ils ont amené au bout des ateliers cadres. En tout cas, je n'ai pas participé, mais ça a été ma vision de l'extérieur. À la fin, c'est comment décidé à l'avance, exactement comme tu dis. Je suis d'accord avec toi. C'est comment c'est descendu dans les équipes, comment c'est amené. Ça dépend des endroits. J'ai vu des trucs pour l'approcher vraiment. Mettre le téléphone, le crayon à droite. J'ai entendu toutes sortes de choses. Pas de téléphone à gauche ou à droite, dépendant de droitier de gaucher, ton crayon prêt. Moi, c'est une chose, mais je sais que dans des milieux, il y a eu vraiment des concertations faites. Effectivement, chez nous, on n'a pas commencé à l'appliquer dans mon programme à moi. J'appartiens aux services généraux. L'accueil psychosocial a commencé. Le processus là, il est commencé. L'analyse, les beaux tableaux sont faits. Ma boss qui dessert et les suivis adultes et l'accueil psychosocial nous a demandé de faire le même processus, mais à titre purement préventif. On va peut-être avoir à le faire obligatoirement à un moment donné. Mais la façon dont ça s'est dessiné, c'était génial. Moi, je suis la première à dire let's go, bravo. Pas pour le nez au complet, mais bien la façon dont ça a été fait. Et ça, je pense, puis je regarde à l'autre bout du corridor, soins à d'hommes, c'est l'enfer. Ils respirent plus, ils bougent plus, ils shake toute la gang parce qu'ils n'ont plus aucune marge de manœuvre. Là, alors, je pense que ça dépend beaucoup de comment c'est amené, comment la collaboration est faite. Et pour moi, à date, bien qu'il n'est pas appliqué en bonne et due forme, on a fait des groupes pour la liste d'attente, pour essayer de combler les trous qu'il y avait, parce qu'il y en a. Ça dépend beaucoup. C'est vrai. Ça existe des processus qui peuvent être bien faits en nous impliquant aussi. Ils font très bien. Ils sont super. Ils sont fins au bout. On a du petit café et tout. C'est la vie est belle. Mais le résultat final, non, c'était juste ça. Mais c'est ça le résultat final. Qui descend comme fou, dans le fond. Mais c'est ce que ça me reflétait, en tout cas, moi, dans mon milieu chez moi. Moi, je travaille au curateur public. J'ai jamais travaillé dans le milieu de la santé. Je travaille au communautaire. Je ne sais pas comment ça se passe dans le milieu de la santé, si c'est évalué. Mais nous, au curateur public, une fois par année, on est rencontrés par notre gestionnaire qui nous donne une cote A, B, C, D. Puis, selon des critères qui sont super objectifs, combien de visites qu'on a fait, combien de clients on a traités, nos notes au dossier, comment elles sont rédigées, tout ça. Puis, parce que j'étais à la conférence de M. Goldjack, ce qui me fait peur, c'est que là, tout va bien, je travaille bien, j'ai des belles évaluations, je suis contente, là, ça va bien. Mais qu'est-ce qui arrive la semaine prochaine, l'année prochaine, j'ai un C parce que j'ai eu des dossiers plus difficiles, ou il dit que c'est dangereux pour le burn-out. Parce qu'on s'évalue, puis premièrement, on peut avoir eu des problèmes personnels dans notre vie, des dossiers plus difficiles, une nouvelle gestionnaire qui évalue un peu différemment. Alors, ce qu'il disait, c'est qu'il faut résister à ça. Je suis tout à fait d'accord, il faut résister à ça. Mais comment on résiste à ça? Parce qu'on dit, moi, je ne vois pas ta rencontre une fois par année d'évaluation. C'est pas facile parce que mes boss qui me font ça, ils reçoivent la même chose de leur gestionnaire. Même notre grande directrice de notre bureau à Longueuil, elle se fait faire ça par le grand boss à Montréal. Puis lui, le grand boss se fait faire ça par le curateur public probablement. C'est facile de résister, je ne sais pas comment. Je pense qu'une des choses, et vous l'avez un peu nommé, c'est que c'est un regard extérieur à votre pratique aussi. Et quand on dit construisez-vous vous-même comme acteur aussi, et quel est le sens que vous donnez à votre travail avec les valeurs, et quelles valeurs vous lui donnez. C'est un acteur extérieur à vous-même qui vous évalue aussi. Hein? Mais vous, quelle est l'impression de votre travail que vous avez fait? Je pense que vous êtes les premiers acteurs pour évaluer votre travail aussi, en premier lieu. Il va toujours en avoir. Et vous allez finir à un moment donné peut-être par être en échec. Puis vous n'aurez peut-être pas votre plus pour différentes raisons aussi. Ça peut être avoir un C cette année-là, mais avoir traversé finalement avec courage le décès de quelqu'un dans la famille ou la maladie.
Mais ce qu'il disait, c'est que c'est pas une bonne méthode. Ça l'amène les gens au burn-out parce que ça l'amène les gens à se tout le temps dépasser. Parce que premièrement, les critères vont toujours être plus élevés. Pour avoir un autre A, il va falloir que tu en donnes un peu plus l'année prochaine, dans le fond. Toujours. Puis en plus, on se compare, puis en plus, ça crée pas une... C'est vraiment dangereux qu'il disait, là. Puis en plus d'être évalué une fois par année, nous, on rencontre notre gestionnaire chaque mois à peu près, un à un, qui dit où est-ce qu'on est rendu dans nos dossiers pour qu'on est en retard, puis vite, faut qu'on opère, là, tu sais. Vous êtes dans de la gestion... C'est ça, j'imagine qu'au réseau, je pensais que c'était pareil, mais il y a aussi ça. Ça s'en vient pas mal là. Il y a aussi ça, parce que moi, quand j'ai quitté le réseau de la santé, on me demandait d'évaluer la charge de cas des équipes, des intervenants, chacun des intervenants. Ça, mais on a pas de ABCD. Non, pas encore. Non. J'ai entendu dans un milieu que les intervenants étaient évalués selon leur note au dossier par la personne, l'archiviste aussi. Oui, mais vous avez des petites notes lorsque ça n'allait pas dans l'ordre. Ça avait un collant. Oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas de collant encore. Mais ça pourrait être dans les Petit gratte, ça sent encore. mais je pense que pour des trucs comme ça, il y a peut-être lieu à des réunions annuelles ou à des réunions d'équipe de dire est-ce qu'il y a moyen de faire autrement pour nos évaluations? Est-ce qu'il y a moyen qu'on soit plus impliqués dans ces évaluations-là? Je pense qu'il n'y a rien qui nous empêche de remettre les choses en question aussi. Mais si vous êtes toujours la seule à remettre les choses en question, vous allez finir par être visé aussi. Je pense que si on remet les choses en question, on a beaucoup plus de pouvoir de le faire en équipe. Autre commentaire? Oui, monsieur. J'ai rencontré il y a 2 ans une recherchiste à Concordia, à Molson School of Business, qui a fait son postdoc. Et sa thèse était de comparer les différentes industries, à savoir c'était quoi l'ambiance de travail. Et elle a regardé la santé et services sociaux, elle a regardé construction, elle a regardé plein d'industries, parce que les autres regardent ça plus global. Et elle a constaté qu'on n'est pas dans une des meilleures industries concernant l'ambiance de travail. Elle dit qu'il y a beaucoup de la violence psychologique est à la hausse. Les gens sont souvent impuissants. Elle dit qu'elle met le doigt sur les autorités parce que c'est eux qui devraient mieux gérer ça. Sauf qu'ils font des fois partie du problème et pas de la solution. Donc, quand tu dis résiste, puis pas évident. Et comment faire comme individu? Pas évident non plus. Alors, même les syndicats, quand je leur ai posé la question par rapport à cette recherche-là, ils ont dit oui, c'est vrai. Mais eux-mêmes, ils sont impuissants vis-à-vis de ça. Ça fait que, comment trouver le bâton magique pour ça, là, je ne sais pas. L'étude était née à Montréal, alors j'imagine que peut-être à Montérégie, le problème, ça n'existe pas. Mais en tout cas, juste pour dire que ça m'a frappé, après être en milieu des années, d'apprendre ça, tu sais. Alors, moi, je me dis, bon, ben peut-être c'est le temps de prendre la porte et essayer d'autres choses, parce que vraiment, je ne peux pas être pessimiste, mais c'est parce que tu n'as pas de voix. C'est ça que je me rends compte. Et même les gens à l'intérieur, quand ils parlent de compétition, et je vois dans mon milieu de travail où les gens sont encouragés à être compétitifs envers un et l'autre. Et pour des renseignements, pour des évaluations, pour voir si ça. Et ça dépend toujours avec qui tu es à côté, qui ta faveur, il y a beaucoup des enjeux de même. Alors, c'est jamais vraiment basé sur quelque chose d'objectif et scientifique. C'est ça mon expérience. Rarement. Je pense que l'acteur qui collabore ou qui participe, ou appelez ça comme vous voulez, on s'est tous pris à un moment donné. Je ne sais pas comment dire ça,
Mais le champion n'est pas toujours champion non plus. Et je continue à croire que les valeurs d'équipe vont nous permettre de continuer ou de survivre plus longtemps que seul. Ça se peut que si on quitte, on arrive à être un peu plus heureux. Mais je pense que d'un réseau à une place à l'autre, dans le réseau en tout cas, je pense que les enjeux sont semblables. Encore que j'ai vu certaines équipes dans le réseau encore bien fonctionner et des intervenantes relativement bien dans leur travail aussi parce que bon, il y avait un cadre puis un conseiller clinique qui faisait du sens aussi à l'intérieur de l'équipe. Là est peut-être la marge de manœuvre. Et je pense et je continue à le faire que comme équipe, parce que moi quand j'avais mon équipe en face de moi, puis qui arrivait en gang avec leurs revendications, mais j'avais pas le choix non plus de m'asseoir et de réfléchir. Puis je savais que si je ne travaillais pas avec elle, ben que j'en aurais de la résistance. Et ça, le cadre qui est en face de vous, s'il ne sait pas, il va l'apprendre. Le problème, c'est que même lorsqu'on l'a, parce que nous, on est assez privilégiés, là, je travaille à l'hôpital à Saint-Jean, où on est dans le processus ligne depuis une année. Là, on a nos rencontres Kaizen qui vont se faire au mois de novembre. Mais on a une chef de service quand même très humaine, très à l'écoute de nos besoins, mais à un moment donné, elle aussi est prise dans un état. Donc là, on commence de plus en plus à les sentir, là, qu'elle a un peu moins de... Non, c'est ça, elle est démunie autant que nous, tu sais, puis à un moment donné, de se faire dire, ben oui, vous avez raison, je comprends, vous êtes donc bien bonne, ça devient un peu lassant. C'est pas suffisant. Puis là, elle en est même où les gens où on va revendiquer, mais là, on est comme perçus comme des gens où on va mentionner, où on va nommer, mais plutôt comme des gens qui veulent négocier. Tu sais, comme le côté négatif de juste défendre les enjeux cliniques. Là. Mais là, on ne défend plus des enjeux cliniques, on va négocier. Tu sais, c'est le petit... C'est la perception de la personne en place aussi. Moi, je vous invite, quand vous allez négocier, de le faire en équipe. Vous avez des réunions cliniques ou des réunions clinico-administratives. Parfois, l'administratif prend plus de place que le clinique. Prenez ces espaces-là. Mais en même temps, c'est toujours les mêmes qui vont revendiquer. Oui, c'est arrivé. À un moment donné, tu dis, ben là, moi, je me le fais, je parle plus, là, c'est tout le temps moi. Nous, ce qu'on fait dire, c'est oui, je t'entends, oui, tu as raison, mais j'ai pas de pouvoir, il faut aller de l'avant avec ça. Il y a bien pas de place à peut-être réussir à négocier et à arriver à une entente autre. Ça, c'est non négociable. C'est maintenant notre façon de faire. Mais si c'était l'ensemble de l'équipe qui disait non, on n'aura jamais ça. Ben nous, on a l'ensemble de l'équipe. Ça ne change rien. Ils vous appliquez. Ils nous disent qu'on est résistant au changement. D'adaptation. C'est qu'on est pris. Est-ce qu'on est pris? Chez nous, on est plus résistants au changement, on s'en fout. On veut tout s'en aller. C'est peut-être mieux d'être résistant au changement. On a encore un sentiment d'appartenance pour pouvoir changer quelque chose, pour pouvoir gagner notre travail, pour pouvoir avoir un sentiment de résistance au changement. On s'en fout. Ça, c'est un repli. Chez nous, c'est rendu comme ça. Moi, j'aimerais vous entendre sur le deuxième article que vous avez écrit. Je trouve que ça fait un peu un lien avec quand vous dites faites la place aux organisateurs. Parce que dans l'article, si je me rappelle bien, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais vous arrivez dans une... Mais vous l'avez écrit quand même. Il y avait une présentation de cas, situation, soutien à domicile, où justement on arrivait à un nom de toute façon, mais vous proposiez quelque chose d'autre pour donner un sens à cette pratique-là. Je trouvais que ça faisait un lien avec l'organisme communautaire. Oui, dans la situation qu'on présentait, dans l'article qu'on présentait, brièvement, on avait une intervenante qui allait solliciter auprès de son supérieur davantage de services auprès de sa cliente, la personne. Et puis, la patronne nous dit non, pas question, il n'y aura pas plus de services malgré, on ne peut pas, raison économique, etc., etc., etc.
Et ce que l'intervenante a fait dans le but aussi d'avoir un certain appui, puis pour réfléchir plus largement à d'autres situations, parce qu'on ne peut pas ajouter davantage de services, c'est que l'intervenante a mobilisé l'équipe de travail, toute l'équipe de travail, en tout cas les différents acteurs qui intervenaient auprès de cette dame-là. Et pour élargir le spectre des solutions. C'est la première chose que je propose de faire dans des situations. Et parce que des fois, c'est lourd, des fois, on ne sait plus quoi faire. Puis des fois, la vision de d'autres acteurs peut bien nous aider. Et parfois, on peut partager des situations et impliquer d'autres intervenants aussi. Donc, c'était un premier espace. Et on se rend compte aussi que dans un secteur, dans un programme, il y a des gens qui vivent la même chose. Quand je parle des gens, il y a des usagers qui vivent la même chose. Et ce que je propose, ou ce qu'on propose, c'est parfois nos interventions individuelles, elles ont des limites aussi. Donc, moi, je travaillais beaucoup avec l'organisateur communautaire afin de mobiliser davantage la collectivité et les organismes aussi communautaires. Sans tout renvoyer vers les organismes communautaires, on a des limites à nos réponses en intervention. Et l'organisateur communautaire, dans l'article proposé, allait aussi rencontrer ou mobiliser d'autres acteurs du milieu communautaire pour trouver des réponses, des réponses à la situation. Donc, comment on peut faire lorsque le C3S n'arrive pas à mettre en place certains services et puis qu'il y a des situations récurrentes, entre autres la porte roulante, c'en est une aussi, une réponse collective à un besoin aussi. Le téléphone d'amitié, c'en est une aussi, une réponse donnée par les organismes communautaires parce qu'on ne peut pas appeler toujours nos gens à risque aussi. Les centres d'action bénévoles aussi font un travail assez fantastique avec une partie de la population qui est à risque. Donc, l'organisateur communautaire va être en mesure de mobiliser une partie des organismes communautaires pour trouver des réponses ensemble ou l'émergence de nouveaux services pour répondre aux besoins nouveaux dans une communauté. Donc, c'était une réponse qu'on favorisait parce que des fois, vous êtes pris dans des situations puis vous n'avez pas de solution. Hein, et vous ne pouvez pas avoir toutes les solutions. Donc, allez chercher vos organisateurs communautaires qui sont en lien avec les organismes communautaires, qui ont encore des sous-là, je pense que même la hausse d'argent aussi, des organismes communautaires. Ils ont peut-être un peu plus de marge de manœuvre pour déployer certains services qui vont venir répondre à des besoins de la communauté aussi. Donc, c'est un espace qu'on a, je pense, encore fermer la porte. en intervention. Est-ce que ça répond, ça fait du un petit peu le... Oui, puis moi je trouve ça intéressant parce que c'est sûr, premièrement, je pense que dans le réseau, il y en a encore des places où on peut aller. Je pense, moi, pour avoir fait le move, excusez-moi, il y a quelques années, c'est dur de quitter notre emploi où on a notre ancienneté, nos vacances, notre poste permanent, puis de retourner dans la liste de rappel, tout ça. Mais je pense qu'il y a des milieux, tu sais, des fois où on n'est pas bien, c'est tout contre nos valeurs personnelles, puis on n'a pas le choix à la sinon on laisse notre santé aussi. Parce que je crois aussi, un peu comme on dit, que nos interventions ou notre qualité de travail peut être beaucoup en lien avec le type de gestionnaire qu'on a. C'est pas vrai que c'est toutes des personnes autoritaires qui n'écoutent pas, il y en a encore des humains. Oui, puis on l'a vu, hein, vous l'avez mentionné aussi, là, puis on voit qu'il y a des équipes qui fonctionnent un peu mieux, puis même au sein de même C3S aussi, dépendant du gestionnaire, ou comment les directives sont appliquées. Ça va devenir tough, là! Oui, je pense que c'est des réponses individuelles. C'est la réponse du gestionnaire. Il y a un complot, non, mais je pense que c'est une réponse individuelle, mais je pense qu'il y a d'autres types de réponses et je crois encore qu'il faut mobiliser les syndicats. Je crois encore qu'il faut mobiliser l'ordre aussi. Je crois encore que comme équipe, il faut se mobiliser. C'est une réponse, hein, on a le droit de choisir. On a le droit de choisir. Mais oui, c'est sûr
que si notre survie en dépend. On va y arriver. Merci. Quand on dit mobiliser l'ordre était sensibilisé à ces choses-là. Je fais témoin de ça. Les autres, ils disent qu'on ne s'occupe pas de ça, c'est pas notre mandat. Si vous voulez faire de quoi avec ça, vous devrez créer votre propre association. Peut-être que c'est le temps de créer votre association professionnelle. Hein? Est-ce qu'on a une fédération des travailleurs sociaux au Québec? Non. On a une association des travailleurs sociaux au Québec? Non, peut-être que c'est le temps. Et effectivement, mais je pense qu'il faut continuer à mobiliser l'ordre. Ils sortent un petit peu plus. On fait un colloque sur la santé mentale. On a Hugo Jacques. Je ne dis pas qu'ils vont résoudre ça, parce qu'ils se retranchent aussi en arrière de la santé du public ou de la protection du public. Mais en même temps, si on a des intervenants sociaux malades, bien, le public aussi est touché par cette question-là. En même temps, il y a l'autre question qui se pose aussi. Est-ce qu'on est rendu à avoir une association professionnelle? Ça changerait quoi, ça, d'avoir une association? Bien, l'association professionnelle, c'est que vous avez une représentativité aussi, vous êtes sur la place publique, vous occupez un espace politique. Comme les infirmières, vous voyez bien, comme les médecins aussi. Donc, on peut aussi avoir une visibilité. On peut avoir une visibilité, ce qu'on a peu dans les médias. Quand ça va pas bien, ben, les infirmières, on les entend, on entend les médecins. Quand il y a des lois qui passent, entre autres, je pense entre autres au rapport Rochon, où les médecins ont fait du lobbying et très fort aussi, ben, ils ont les moyens de ça aussi. Ben, on n'a même pas dans notre établissement. Si on regarde dans un CSS ou même dans un hôpital, c'est des docteurs et des infirmières. Fait que c'est certain que toute la marche professionnelle, les travailleurs sociaux, il faut parler plus fort, puis il faut bouger plus fort, parce qu'on est enterré par une marche qui est là et qui est déjà très, très visible. Hein? Moi, quand j'ai commencé, on avait des regroupements professionnels où on se rencontrait les TS, on n'a plus ça à se faire. Hein? On a de la misère à se connaître au niveau des CSS, des gens qui travaillent dans le même CSS qui ne se connaissent pas. Fait que si on commence déjà comme ça, tranquillement, pas vite, ben ça peut faire des petits, ça. Mais je pense qu'il faut se redonner cette chance-là de se rencontrer puis de se parler, plutôt que de communiquer par des courriels ou des fiches personnalisées de je sais pas trop quoi. La bonne vieille discussion clinique qu'on avait dans le temps, qu'on n'a plus aujourd'hui, ben, je pense qu'on a parti tout le côté social, tout le côté complice avec nos collègues aussi. Fait que je pense que si on vient à la base un peu, ça serait peut-être encourageant. Moi, j'ai l'impression. Il y a plusieurs années, les conseils multidisciplinaires ont été créés à cet effet-là. Je suis dans les CIS. Les gens, ils ne savent même pas c'est quoi un CIS. On a notre assemblée générale à toutes les années. On arrive au forum par la peau des dents. Ça fait 3 fois qu'on baisse le nombre. Et même quand on fait des conférences ici, on fait des conférences avec le CI. Les gens arrivent à la table, puis « Ah, je suis pas mon CI ou CI? » Fait qu'on part de loin, là, de très, 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 très loin. C'est vrai qu'il y a des structures à l'intérieur de nos établissements où on pourrait être des acteurs plus actifs qu'on l'est actuellement et on le fait pas aussi. Je pense qu'on est des actrices, assez passifs, malheureusement aussi. C'est pour ça que je ramenais l'idée aussi de devenir un acteur réflexif et pas juste réflexif et proactif aussi, parce que la mobilisation ne se fera pas à l'extérieur de vous, elle va se faire aussi par vous. Et la question de l'association professionnelle, comme monsieur a mentionné, ça fait un petit moment aussi. Bon, à côté de ça, il y a eu le récif aussi qui a émergé. Le récif, c'en est une, mais je suis allée à la rencontre. Il y avait 12 intervenants. C'est 12 à Montréal. Le récif, c'est un regroupement d'intervenants, je dirais pas juste, mais d'intervenants sociaux, hein, des acteurs du champ social. Et ils sont en train de se mobiliser, vraiment d'avoir une charte, pas une charte d'honoraire, mais une charte d'organisation, sont en train de s'enregistrer. Donc, il y a vraiment une mobilisation pour revendiquer un espace social et un espace politique qui ne sont pas forts encore, mais si vous allez
Facebook, vous allez être en mesure de voir les différentes activités. Ça, c'était pas fou. Ils sont visibles actuellement là, sur Facebook. RICIFS. Comme des On va tout y aller ce soir. Je ne sais pas si vous pouvez faire un commentaire sur. J'ai entendu dire que par des gens dans le milieu syndical, ok, que les travailleurs sociaux, en général, ceux qui résistent ou revendiquent, il y a à peu près 10%. Je sais pas. Dans l'ensemble. Mais il dit, en général, c'est pas le monde que, comparé à d'autres industries, c'est pas le monde qui va aller à l'avant de quoi ça soit. Ils vont tout prendre un recul, ou tu sais, la porte par à côté, ou jamais en avant. Je ne sais pas si c'est une perception ou si c'est une interprétation. Je suis pas en mesure de répondre sur les chiffres. Non, mais je trouvais ça intéressant que des gens sortent ça, parce que moi, je dis, je ne suis pas dans le milieu universitaire, alors je me demande si peut-être avec vos recherches, J'ai aucune idée au niveau du pourcentage de mobilisation. Mais ce qui est assez intéressant, puis je réfléchissais à ça cet après-midi, c'est qu'on est quand même des intervenantes où l'empowerment c'est important, la mobilisation c'est important. On fait pas ce qu'on veut. Ils m'ont dit qu'on ne travaille pas pour nous-mêmes. Ça, c'est assez parlant. On travaille pour l'autonomie des autres. On a de la difficulté à avoir notre propre autonomie, à s'autodéterminer dans une certaine mesure, et on se dessert relativement mal. Et pourtant. Mais quelqu'un m'avait dit qu'on préfère des thérapeutes battus que plutôt de. Tu sais, oui, mais c'est moins dangereux aussi. C'est moins dangereux aussi, oui, c'est ça. Mais le problème à l'intérieur de ça, c'est qu'on est en train d'intérioriser aussi une souffrance. On n'a pas besoin d'aller très loin. Vous regardez autour de vous, c'est tous des collègues qui sont en maladie, en burn-out. À chaque session, j'ai une étudiante que son superviseur de stage est en maladie. J'en ai une à chaque groupe, à chaque année. Superviseur de stage en maladie. Oups, OK, on trouve un autre superviseur. Il y a mal de personnes qui ont un superviseur au sein de l'équipe. Et ça, c'en est une réalité. Donc, on est en train aussi d'intérioriser différents symptômes. Alors, est où la porte de sortie, finalement? Elle est où? J'aimerais vous entendre à cet effet. Je suis sortie du réseau parce que j'en avais mon voyage il y a 4 ans, un poste à demi-temps, mais j'enseigne depuis 25 ans à l'École de service social. Alors, j'ai des stagiaires depuis quelques années, j'ai des superviseurs qui tombent malades. Je fais quoi là-dedans? Je suis aussi professeur de méthodologie. Je fais quoi avec ça? Je ne sais plus comment me positionner à l'égard de mes futurs travailleurs sociaux. Vous posez cette question. Non, à cet égard-là, on a une responsabilité de formation, tous les travailleurs sociaux. Je les motive à devenir eux-mêmes des agents de changement, à se mobiliser, etc. Mais je commence moi-même à être essoufflée. Fait que c'est-tu parce que je m'en viens vieille ou donc c'est parce que je vois cette réalité-là puis je vois pas de tissu comme tel. Là. Mais moi, je vous rassure, l'âge, j'ai rien à voir là-dedans. J'avais eu cette réflexion-là. J'avais eu cette réflexion-là. Et moi, je pense qu'il n'y a pas un séminaire de stage où je ne discute pas avec les étudiants des réalités de la pratique, où on ne discute pas aussi, où on discute des valeurs aussi à l'intérieur des organisations. Donc, on parle des enjeux de la pratique, parce qu'ils sont en stage. Et je pense que, première année de bac, on est en train de réviser notre programme. On va intégrer aussi au niveau des cours sur l'interdisciplinarité, tous les enjeux des organisations, les enjeux organisationnels. On ne peut plus passer à côté de ça actuellement. Il faut outiller les intervenants. Un des aspects aussi pour moi, pour outiller les intervenants, c'est développer une analyse critique. Ça, c'est important. D'être capable de nommer et de regarder les enjeux, d'être capable d'être en mesure d'argumenter aussi auprès, j'ai fait parler des étudiantes dans le séminaire, elles ne sont pas silencieuses. À chaque séminaire, elles me présentent leur analyse, etc.
ne sont pas des actrices silencieuses, des gênées, etc. Non, écoutez, là, tu vas participer parce que quand tu vas être dans ton milieu de travail, ben, tu vas être en mesure, tu vas avoir besoin aussi de légitimer tes interventions et avoir une analyse, des argumentaires aussi, de débattre avec d'autres collègues. Donc, moi, je pense au contraire qu'il faut outiller encore et davantage plus les incarnants. Qu'il y a un programme solide aussi à côté de ça. Donc, des professeurs motivés, aussi, entre autres. Et qui est encore des superviseurs disponibles pour accueillir nos étudiants. Parce que ça, on a une difficulté. Mais en même temps, quand je peux, je revendique auprès des organisations qu'il faut qu'on libère aussi les superviseurs. Je vais arrêter de parler, il y avait une question. En fait, c'est pas une question, c'est pas une réponse parce que j'en ai pas. Mais moi, ça fait 2 ans que je prends des stagiaires, puis ça fait longtemps que je pratique. Mais dans mon beau petit idéaliste, c'était l'équipe qui apprenait avec moi, qui assumait la tâche principale. Ça, je veux bien, c'était mon désir à moi d'en prendre une. Je me rappelle, seul. Et la question, c'est, mon établissement ne me bat pas tant que ça, parce que finalement, j'ai une petite marge de manœuvre. Là. Mon argent qui est censé me descendre en quelque part, je ne suis même pas sûre de l'avoir. Je la vois, mais il faut qu'on la protège bien gros. Il n'y a même pas de politique à l'interne encore chez nous. Puis là, je la revendique. On n'a pas de locaux, on n'a pas de politique. Vous vous attendez à quoi? Puis je me ramasse avec ma stagiaire seule, alors que je suis en train de dire on travaille en équipe. Ça fait. Mais j'aime ça, je trouve ça super enrichissant de former une stagiaire, d'avoir ce questionnement-là. Là, aujourd'hui, elle vient dans mon bureau. Elle dit, je prends beaucoup de ton temps, parce que je disais, j'étais essoufflée en modèle. C'est stage 1, ça, on est stage 1? 3e année. Non, stage final. Fait qu'elle me dit, tu prends-tu une stagiaire l'an prochain encore? Je dis, oui, c'est pas le stagiaire, là, le problème. C'est ma tâche qui est à côté, je veux assumer celle-là, mais je suis seule à le faire. Fait que peut-être, je sais pas, au niveau de l'université, on reçoit une belle petite formation, c'est bien apprécié, c'est bien correct. Mais je ne sais pas, au niveau de l'arrimage C3S au milieu de stage et université, il y a quelque chose qui se... C'est quoi une condition de stage? C'est assez difficile pour nous d'entrer là parce que les portes sont relativement fermées. C'est ça. On le sent. On tombe dans de la régie interne, mais nous, à l'époque où j'étais, je me suis laissé Bordeaux-Quartier-Ville, qui s'appelait comme ça à l'époque, on avait fait un document sur les conditions de stage et les demandes aussi, aux gestionnaires en place aussi. Donc, on s'était organisé. Et puis quand on prend une stagiaire à travers avec une équipe, c'est la meilleure solution aussi, mais peut-être aller plus loin en disant quelle part chacun va jouer à l'intérieur des périodes de stage. C'est d'avoir des choses relativement assises et concrètes, parce qu'effectivement, s'il n'y a rien d'assis, puis si on ne se responsabilise pas mutuellement, c'est pas la mauvaise volonté, on va trouver le prix à assumer l'ensemble de la tâche. Donc vraiment avoir des choses écrites là, puis des rappels, parce que sinon... Mais la porte est fermée. Mais quand je peux le faire, parce que je sais que c'est un incident, j'ai rencontré le centre de jeunesse il n'y a pas si longtemps, on a beau leur dire, puis même dans un milieu, j'ai été obligée de dire, non, j'en veux pas de stagiaire parce que c'était une psychoéducatrice. J'avais même pas de superviseur en travail social à côté. J'avais pas de répondante, même à l'interne, mais là, je peux pas. Je peux pas, mais on en cherche des stages, on en cherche. Oui, vas-y. Moi, en passant, j'aimerais ça d'avoir une stagiaire, j'ai déjà demandé, mais on me dit que le Conseil du Trésor nous oblige à payer nos stagiaires. Donc, c'est le budget de mon... C'est vrai. C'est le budget de mon bureau, puis ils ne veulent pas payer, eux autres, ils veulent mettre l'argent. On a eu un très beau stage à Saint-Jérôme. Excellent, l'étudiante a aimé son stage, superviseur. Ils sont obligés de les payer. Mais là, c'est ça. Oui, c'est social pays. Mais ça va, c'est la loi du Conseil du Trésor. Même les étudiants, quand on les prend, les étudiants. Oui, effectivement. Mais vous, pourquoi vous avez quitté le réseau de la santé? Le scoop. J'avais une patronne qui prenait sa retraite.
Et la personne qui le remplaçait venait de faire son MBA. Et vous, j'ai rien contre les gens qui ont fait un MBA non plus. Tout est dans la façon dont on applique les choses. Et on commençait à avoir la division de pensée aussi, et les tâches devenaient de plus en plus lourdes. Et j'acceptais pas de réviser le caseload des intervenants. J'ai résisté. J'ai résisté et j'ai quitté à cause de ça. Parce que j'avais pas envie de réviser la charte. Il y en a qui vont me dire non, ben non, c'est des professionnels. Je ne vais pas travailler en injonction parallèle. Je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par réviser? Revoir les caseloads 1 à 1 avec les professionnels. Revoir, évaluer leur charge de cas. Évaluer leur charge de cas. Est-ce que vous étiez cadre? Oui, j'étais cadre. J'étais cadre à ce moment-là. Et bien, j'ai dit, ben non, je ne ferai pas ça. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne jouerai pas ce jeu-là avec des intervenants et je ne ferai pas semblant de faire ça. Et je dis, mais non, je ne vais pas jouer ce jeu-là. Et c'était pour ça que j'ai quitté. Finalement, je venais de finir mon doctorat. Je ne savais pas où j'allais. Je suis allée passer à l'entrevue. J'avais pas trop de goût. Ils voulaient m'envoyer à Gatineau. Ça ne m'intéressait pas. Ils ont dit non, il y a un autre poste à Saint-Jean. OK, je vais y aller. Et finalement, ça a fonctionné. Mais je me retrouve pris, parce que changer, c'est pas toujours la solution. Et je me retrouve pris avec les mêmes questionnements. Et je me retrouve pris avec vous autres. Mais réfléchir aussi, parce que je forme des intervenantes sociales. Et je me pose des questions. Comment faire? Comment les outiller? Comment ne pas les envoyer à l'abattoir ou dans des difficultés, mais qu'elles soient solides, qu'elles soient construites, qu'elles ne soient pas démolies parce qu'un gestionnaire en allant d'elle ou de lui qui va lui dire que non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Fait que c'est pas juste, ils arrivent, elles ont 20 ans, elles travaillent au soin à domicile, parfois font leur stage soin à domicile. J'en ai une qui est en CHSLD, elle voit les gens mourir, elle est à l'envers. Non, mais elles ont 20 ans. Et comment travailler avec elles pour le mieux aussi? Parce que c'est pas juste des intervenants sociaux, mais c'est des individus humains avant tout que j'ai devant moi. Donc, j'ai quitté, mais je suis prise en plus avec des cohortes de 50, je n'ai pas 20 ou 15, j'en ai 150, 300, aussi. Et elles arrivent toutes avec des problèmes différents. Vous n'avez pas votre question? Ben, je peux te faire un petit... je vais revenir un peu au conseil multi puis tout ça, parce que depuis tantôt, ça me trotte un peu dans la tête. Moi, je ne viens pas du coin, je viens de Québec. Puis je me rends compte qu'au niveau des conseils multi, au niveau des places publiques qu'on utilisait pour revendiquer, c'était plus structuré que ce que j'ai l'impression de voir ici. Je pense que ça m'a mis plein de réflexions par rapport à ça aussi. Tu sais, même les comités de pairs, dans le fond, moi je suis arrivée ici, je dis hey, je veux m'impliquer au comité de pairs, j'étais là-bas, je trouvais ça super intéressant. Il n'y en avait pas. Fait que je trouvais qu'on partait de loin un peu. Puis je pense que le fait aussi d'être très dispersé sur un territoire, on n'a pas de liste de c'est qui les travailleurs sociaux qui travaillent chez nous. Quand j'ai demandé à peu près combien vous êtes à mon équipe, ben, j'ai eu des réponses bien différentes. Finalement, on ne le sait pas. T'sais. Fait que je trouvais que l'aspect regroupement, dans le fond, c'est quelque chose qui est une valeur qui nous manque énormément, je pense. Ça fait pas très longtemps que je suis ici. C'est sûr que les pratiques sont différentes, puis je ne vais pas dans le jugement. Mais en même temps, en se regroupant aussi, je pense qu'on peut être plus conscient de c'est où les lieux qu'on a et qu'on est capable d'avoir accès pour revendiquer ou pour se faire valoir. S'il y a des lieux qui existent comme les comités de pairs, qui sont légalement, toutes institutions sont obligées d'avoir des comités de pairs, que les gens ne connaissent pas ce genre d'institutions-là parce qu'on ne prend pas le temps de s'en parler, voir qu'est-ce qu'on peut faire là, on ne les utilise pas. J'ai quand même un peu l'impression qu'on passe à côté de certains leviers qu'on aurait avantage à essayer. Mais ça, je le sais parce que où j'étais, c'était des pratiques qui étaient établies et aussi endoctrinées par l'organisation. Et pour ce faire aussi, il faut s'asseoir quelque part les gens qui vivent dans les mêmes CSSS. Souvent, on peut se regrouper comme ça pour réussir à se parler. Puis c'est là que l'information finit par circuler, mais sinon on passe un peu à côté. Mais je vous jure, moi, ça a été un peu un clash là, quand je suis arrivée ici, puis que ces institutions-là étaient moins structurées, mais ça existe en tout cas
c'est pas, ça aide pas tout, là, ça c'est clair. Déjà là, d'avoir une liste ou d'avoir des choses comme ça d'idéaliste, là. Mais, moi, je reprendrai un peu la balle au bon. Je suis tout à fait d'accord. Puis je trouve que les CM, ils sont devenus un peu des yes comités avec le temps. Ouais. Puis les établissements ont donné des mandats au CM qui est plus au niveau des aspects développement professionnel. Puis pour faire le travail des fois des gestionnaires aussi sur certains aspects, mais c'est vrai que moi je trouve, puis Elise tu l'as mentionné aussi, là, je trouve que les CM ils ont intérêt à être ressollicités, puis en même temps moi non plus, hein, je ne le sollicite pas mon CM, je pourrais faire une demande d'avis du CM, mais je ne le fais pas hein, sur justement la charge de travail ou sur plein de choses, mais c'est vrai qu'ils sont très très peu sollicités. Depuis, parce que quand ça a été créé, c'était pas du tout le mandat. Hein, puis il y avait plus dedans, hein, les CM, puis il y avait des mandats qui étaient donnés pas mal plus crunchy, mais à cette heure, je trouve que c'est vrai qu'il faudrait les réactiver. Hein. Dépendamment comment on l'utilisait, mais nous, on avait produit des documents sur des charges de cours, ou entre autres, mettons les femmes enceintes. Nous, on avait beaucoup d'interrogations par les travailleurs sociaux de dire qu'est-ce que je peux faire comme tâche administrative qui n'a pas rapport avec le social, puis des enjeux comme ça que les gens vivaient sur le plancher. On avait produit des documents, puis on avait une représentante qui allait et qui exposait certains interrogations, si vous voulez, là, par rapport vraiment aux travailleurs sociaux. Et même certains documents ont été repris par d'autres professionnels qui vivaient des problématiques semblables aussi à l'intérieur des organisations. C'est sûr que ça s'applique plus pour les CSSS, là, je veux dire, pas juste là que les TS, là, mais quand même, en tout cas, c'est d'autres pratiques qui peuvent exister ou d'autres leviers, je pense. Je pense qu'on pourrait juste faire solliciter le CM pour dire c'est quoi l'impact des nouvelles gestions publiques sur la qualité des services, juste ça, mais en même temps, je suis le premier, je le fais pas, mais il faudrait le faire hein, aussi sur formuler une demande, par chaque membre peut faire une demande au CM, mais on le fait pas. C'est plus facile de faire en gang, ça c'est sûr. Ça serait, ouais. Les escaliers qui sont au courant de Bastien Lagoux. Oui. J'intéresse aussi que tu m'interpelles. Ce que je veux dire, c'est que ce serait bien que quelqu'un, peut-être d'entre nous, du comité, dans le fond, ça serait intéressant que tu serais peut-être sollicité, dans le fond, à faire partie du comité qui a organisé la soirée ce soir. C'est pour que... Tu m'as mérité d'un mandat. C'est bon, on se parle après. Mais il y a un problème de communication partout. Oui, c'est l'enjeu. Ce recrutement-ci, j'en ai entendu parler parce que quelqu'un m'a dit hey, tu vas-tu à cette soirée-là? Tu n'as pas eu le courriel? J'en ai eu après quand je me suis inscrite. Mais c'est pas une critique sur le recrutement, là. Même, tu sais, Dominique est à l'hôpital, on a une formation, on s'est croisés quoi? Ça fait une couple d'années qu'on travaille, même. On s'est croisés 2 fois, tu sais. Mais Dominique a un bagage, moi j'ai un bagage, on peut-tu mettre ça en commun? Puis c'est un peu ce que je disais avec ma stagiaire, on peut-tu bénéficier de... On se parle pas! Personne, on travaille en vase clos, toute la gang, nos portes fermées, puis on n'a plus d'endroit pour... Puis on n'en crée pas. Ça, je pense que ça nous appartient comme gang. Tu sais, de dire, on peut-tu se passer de l'information, faire circuler quelque chose? Reliez-vous. Oui. J'ai une question quand même. Moi, je trouve ça un petit peu absurde. Le questionnement, c'est au niveau de la gestion. Pourquoi on essaie de répéter ce que le privé fait en pensant qu'on va faire mieux qu'eux? On évalue tout le temps un coût de gestion par rapport à des affaires quantitatives alors qu'il y a des coûts humains. Le privé est un bon exemple qu'il y a eu des coûts humains à des gestions comme ça. Les burn-out, les dépressions, je ne comprends pas que nous autres, comme dans le milieu social, on va chercher un système de gestion qui n'a pas fait ses preuves en termes en termes humains. Je comprends pas. Moi, je trouve qu'on a un but commun de pouvoir continuer à offrir des services à la population. On veut être rentable dans ce sens-là pour pouvoir continuer à offrir des services. Mais le moyen utilisé, c'est ça que j'aurais dû leur mettre en question. C'est comme je veux dire, pourquoi on n'apprend pas des erreurs privées pour créer une nouvelle équipe de gestion qui tient compte de l'humain dans la gestion. Tu sais, tant qu'on va calculer les quantités de dossiers qu'on a atteints ou des quantités qu'on ne calcule pas le coût total humain, j'embarque pas dans aucun de ces systèmes-là. C'est comme, j'ai pas le goût de manifester comme c'est trop de charge pour moi, ça me demande trop de statistiques, c'est pas ça. Je trouve même pas que ça a du sens, ce type de gestion-là.
Fait que moi, si j'aurais quelque chose à dire aux gestionnaires, c'est soyez un peu plus créatifs puis trouver un système de gestion qui tient compte de l'humain et des coûts humains d'un type de gestion comme ça. Et là, on va arrêter de mettre de la pression sur des personnes dans un système. Tu sais, pourquoi on fait la même affaire dans notre système? Tu sais, l'objectif, j'ai retenu, le bien-être et la santé de la population du Québec. Bien, ça commence par les entreprises. Puis moi, je ne comprends pas pourquoi nous autres, le système social, on embarque dans ce système-là. C'est une... Êtes-vous dans le réseau? Travaillez-vous dans le réseau? Non, je suis dans le communautaire. Bon, moi, je t'intègre avec elle. Mais ça n'a pas d'allure. Je sais pas, là. C'est dévier le débat, je trouve. C'est dévier le débat de mettre la pression sur l'intervenant social, alors que le débat, c'est comment on gère pour être efficace et utiliser des bons indicateurs d'efficacité d'une bonne gestion. C'est pas juste une question de rentabilité, de productivité, c'est une question de coût humain. J'en reviens pas. Et encore là, il est rendu où le gestionnaire à la chaîne? Est-ce qu'on parle du ministre qui font la politique et qui descend ça sans se poser de questions pour ça, c'est pas au conseil du terrain? Ou on parle de nos propres gestionnaires qui sont un peu limités dans leurs moyens, puis à quelque part, entre les deux, ça se perd un peu. C'est qui qu'on aime, là? Ou qui qu'on essaie d'influencer finalement, ça se joue en politique. Parce que finalement, c'était des décisions politiques initialement aussi. Hein? C'était pensé par des politiciens aussi et mis en place aussi par d'autres. En tout cas, quand on est rendu dirigé d'un établissement, on fait pas mal de politique. Hein? Ouais. Il y a beaucoup de commandes, entre autres, dans notre établissement, dans notre C3S, de ce que j'ai pu voir dans les dernières années, c'est que quand la commande vient d'en haut, il y a bien des choses qui bougent, qu'on mentionne, entre autres, nous, dans le Lean. On est dans un hôpital, là, je ne suis pas au maintien à domicile, mais il y a beaucoup de tâches cléricales qu'on a réussi enfin à redonner aux gens à qui ça appartient. Puis nous concentrer sur ma tâche clinique avec cette approche-là, parce qu'on n'avait pas, nous, ça nous a permis un certain levier à l'hôpital, donc il n'y a pas que du négatif, là. Donc nous, plein de secteurs où ça nous a redonné un peu de pouvoir sur qu'est-ce qu'on veut faire comme travail social. À l'intérieur... Ça t'a plus dégagé à faire ton travail, pour lequel tu es payé, puis atteindre les cibles qui sont demandées pour avoir les budgets qui sont rattachés. Je m'excuse, mais mais moi je me suis... Ben écoutez, moi j'ai été, à un moment donné, je voulais avoir un autre défi, je vais faire partie du CA. Ça va me donner une autre image du réseau, puis ça va vraiment faire le tour. Et j'étais estomaquée quand j'ai vu les ententes de gestion. J'avais l'impression qu'on parlait de tête de bétail. Puis à l'époque, je me souviens d'avoir donné la réflexion au DG, de dire « Écoute, c'est bien beau que tu veux en évaluer 500, mais qu'est-ce que tu fais une fois que tu les as évalués? Tu passes à quelqu'un d'autre? » Bien, ces gens-là vont revenir parce qu'au-delà de les évaluer, on ne les a pas traités, on ne leur a pas donné service, fait qu'ils reviennent tout le temps. Et ça, c'est pas grave. C'est comment qu'on peut en squeezer plus, puis comment on va envoyer l'infirmière qui peut envoyer 50 de la chute. Vous êtes en train de parler comment notre réseau fonctionne aussi, hein? Mais c'est ça, puis je comprends qu'il y a des ententes de gestion, puis je comprends qu'il y a des budgets, puis des fonds publics, etc. Mais même au niveau des CSS, il n'y a pas de marge de manœuvre. Dans ça, on n'avait rien à dire. Tout est en fonction des ententes de gestion qui descendent d'en haut et qui font différents paliers, puis qui atterrissent chez nous. Et nous, on a donné des services. Mais il y avait des ententes qui demandaient des augmentations de 40-50 % de contact direct avec la clientèle. Quand on sait qu'il y a déjà une liste d'attente, les listes d'attente sont au moins 9 mois d'attente avant de prise en charge, on en rajoute. On va juste répondre à la dame 2 minutes. Juste pour vous dire, mais ça se peut au moins que si on fait l'exercice au quotidien, mais ça se peut que ça nous donne sens aussi dans notre travail, aussi, pour faire le lien avec ce que vous avez mentionné, puisqu'on sait qu'on a un petit peu plus de pouvoir au quotidien parfois. J'allais dire qu'on va prendre juste une dernière intervention parce qu'on vous avait dit 8 heures et il est déjà 8h20. Moi, ce que j'ai ajouté, c'est que oui, il y a un problème au niveau de la gestion, de ce que c'est les problèmes humains, mais il y a aussi
le problème, un des gros problèmes, c'est organisationnel. Parce que moi, je suis au maintien à domicile, puis comme bien tout le monde ici, je travaille dans le réseau, puis ce qui arrive, c'est que même on parle d'interdisciplinarité beaucoup, puis même entre professionnels, on se fait beaucoup, nous les travailleurs sociaux, en tout cas Véronique, on se fait beaucoup, nous autres, on a beaucoup de débats parce qu'il y a des jobs qui nous arrivent, parce que les médecins ne savent plus quoi faire avec des clients, puis nous autres, même, à un moment donné, on est la poubelle, tous ces 3 pièces, au Kamasca. Puis c'est vrai. Puis c'est comme ça, tu sais, on fait quoi? On fait quoi avec juste, dans le quotidien, c'est compliqué. Quand tu as un médecin qui arrive dans ton bureau, puis il dit, moi, je te dis telle affaire, puis la travailleuse sociale qui est quasiment en train de choquer dépression, puis elle dit, ben non, moi, mon évaluation professionnelle, elle est ça. Et il dit, non, moi, je veux que tu fasses ça. Tu sais, ça devient complexe aussi, puis ça joue sur les modes de travail, ça joue sur notre capacité à faire notre travail. Parce que moi, l'humain, je l'évalue dans un contexte, je ne l'évalue pas comme étant un chiffre ou une statistique. Puis moi, je l'ai nommé très clairement. En fait, c'est beau calculer et comptabiliser des statistiques quand quelqu'un va poser un plaster. Même je trouve ça inhumain qu'on lui dise que tu as 5 minutes pour le faire. Parce que le contact avec le client, qu'on est supposé de respecter, ça se fait pas. Puis qu'on me demande à moi, qui est travailleuse sociale, de mettre une personne à off quand elle m'appelle l'heure du midi, puis elle veut mourir. Moi, je trouve ça un peu touché d'évaluer mon travail comme étant une chaîne de montage. Puis les autres intervenants, ben, eux autres aussi, ils vivent la même pression. Puis donc, ben, c'est sûr, on est des travailleurs sociaux. Moi, tu sais, ma poudre de personnel pimpin puis ma baguette magique, ben, je vais régler ça, moi, à 4h moins quart un vendredi. Ça arrive, on connaît, on sait pas de quoi qu'on parle. Ben, c'est ça, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens tombent malades, les gens... le client, à la base, il arrive quoi avec? Oui, on le start, on ferme le dossier, il revient, parce qu'on n'a rien réglé. On n'a pas touché. Gestion du risque. C'est ça qu'on fait. Moi, comme travailleuse sociale, c'est ma 27e année, puis je trouve ça vraiment décourageant comment on se fait squeezer, puis qu'on rationalise pour le bien du client quand on vient de me dire que moi, il y a 25 000 par client sur le territoire. Mais moi, ma madame, ça fait des années qu'elle fait une heure de service, puis on me fait des pressions pour que je la place. Moi, je ne suis pas une placeuse de vente. C'est ça. C'est ça notre pratique. Déjà, juste dans la terminologie des termes qu'on utilise, un client, un patient. Juste ça, ça vient parler beaucoup. On va devoir s'arrêter là-dessus. Je pense qu'au nom de tout le monde, Josée, merci beaucoup. Visiblement, je pense que ça touchait beaucoup de gens, ce sujet-là. Donc, Josée n'a même pas hésité à accepter l'invitation, c'est super. On a un petit quelque chose pour toi, pour te remercier d'être venu. Donc, une carte avec un certificat cadeau de chez Renaud-Brie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux couper un petit commentaire? Oui, c'est bien, tu vas parler de ton projet de recherche. Oui, vas-y. Brièvement, je veux juste vous dire, je fais du recrutement. Non pas pour un groupuscule, mais je démarre un projet de recherche avec une collègue, Mélanie Bourg, qui est Nathalie Saint-Amour. Et on va interviewer la trajectoire des travailleuses sociales. Donc, on est en recrutement et on est à la recherche de travailleuses sociales pour notre projet de recherche. Peu importe le temps de pratique, peu importe l'endroit de pratique que vous avez entre 0 ou 1 mois, jusqu'à 27 ans de pratique, 30 ans. On vous invite à participer au projet de recherche. Je ne sais pas, dans les faits, je suis rejoignable, mon nom est dans Google. Si tu veux m'envoyer un courriel, je pourrais vous le faire circuler aux gens qui sont ici, puis à ce moment-là, on pourrait répondre. Là. Merci. Et puis, c'est de l'ordre d'une rencontre. On se déplace au lieu de votre choix. Voilà. C'est la trajectoire dans quel sens? Professionnelle. Trajectoire professionnelle. Donc, au début de pratique jusqu'à maintenant. Et puis,
les enjeux aussi de la pratique à l'intérieur de cette trajectoire professionnelle-là. Est-ce que ça vous dit aussi? Oui, vous avez bien compris qu'à l'intérieur de cette question de recherche-là, ben, on est en train d'intégrer aussi toute la transformation des pratiques et comment vous l'avez vécu comme acteur, actrice du réseau de la santé et des services. Voilà. Juste avant de. Donc, je vais vous envoyer. Si tu m'envoies un courriel, je vais l'envoyer à tout le monde. Juste des petits conseils avant de quitter. Il y a un 10 $ qui vous attend pour. Si tu voulais, Oui, vas-y. Non, mais je veux pas quand même. Mais. C'est que donc, il y a un 10 $ avec votre facture que Isabelle ou Véronique, vous allez voir. Ramenez-nous la facture ici. On reste ici. Puis, ouais, on prend les présences. Moi, je voulais juste savoir, veux-tu terminer? Non. Mais je finis, je vais te laisser. L'autre chose aussi, c'est que, comme vous voyez, on a pris une vidéo. Donc, on risque de le mettre de faire un lien sur YouTube, je ne sais pas trop quoi, on verra ça. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui a objection à ce que vous soyez, qu'on diffuse, envoyez-moi un courriel, puis on ne le diffusera pas ou on va s'organiser autrement. On veut être respectueux, mais comme on vous disait, on a refusé une 30aine de personnes, puis on a dit aux gens que, bon, ben, on essaierait de leur envoyer un courriel avec le lien. Et puis, on n'a pas nommé de nom, on est correct. C'est juste. Ça dépend si on me voit manger mon escalope. Ben oui. Puis, si jamais vous avez des commentaires, suggestions aussi sur la soirée, sur autre chose, vous avez notre adresse courriel, alors on vous invite à nous faire parvenir vos suggestions, commentaires. On est toujours en attente de commentaires comme celui-là pour organiser d'autres conférences. Alors, d'autres activités. On est là à votre service. Puis les gens qui sont dans... Est-ce qu'on s'identifie les gens qui sont dans l'exécutif ou... donc moi... Lève-toi, Marie-France. L'organisation ce soir. Marie-France Racine-Gagnon. Puis Éric Vaillancourt, vous avez tout, j'ai tout écrit, tout le monde. Fait que voilà, je sais pas si... Moi, je suis la coordonnatrice. Émilie Lazur. Non. Émilie. Non. Oui, Déjà. C'est à côté de moi. Tu mélanges. Luno. Luno. Isabelle Fontaine. Cynthia Stoup. Puis Dominique. Dominique. Ça fait longtemps que j'étais là, j'étais en maladie. Mais oui, tu vas bien? Oui, je suis revenue. Dominique, pas son nom? Perron. Fait que j'ai fini, Véronique. Oui, j'ai juste deux présences à valider avec vous. Micheline Plante et Danielle Anctil-Charon. Non, elle n'était pas la dernière. OK.